Bonjour Yannick, Bonjour Eric, comment tu vas? je vais très très bien. Alors, tu veux bien te présenter un petit peu pour voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc je m'appelle Yannick Latté, j'habite en Loire-Atlantique, Mhm, j'ai 43 ans, mhm, je suis père de trois beaux enfants. mhm, Pendant 17 ans, j'étais dirigeant d'entreprise, mhm, jusqu'au moment où ma vie a basculé pour des problèmes de santé. mhm, J'ai traversé trois cancers successifs, mhm. deux morts imminentes, j'ai eu l'ablation d'une corde vocale, ce qui me donne cette voix si Mhm, particulière, assez sexy. Euh, un quart d'un poumon, la moitié du diaphragme, mhm, la veine cave supérieure qui a été remplacée. Et donc, suite à ça, je me suis formé au coaching, mhm. au management collaboratif. Et maintenant, j'accompagne les dirigeants d'entreprise à performer dans leur business. Ok. Voilà. Donc, moi, je viens vers toi plus particulièrement pour que tu nous racontes, en fait, euh, ce qui s'est passé au niveau santé pour toi. C'est-à-dire, tu as eu vraiment des graves problèmes de santé. Donc, raconte-nous, ces graves problèmes de santé, c'était quoi alors Alors, je vais raconter de deux façons, Oui, puisqu'il y a le côté physique oui, et le mhm. côté émotionnel. D'accord, ok. Donc, la première chose qu'on voit, c'est le côté physique. Mhm, Donc, en 2000, en 2010, à peu près, 2010-2011, j'ai fait une rupture de fatigue, puisque j'étais quelqu'un qui est très passionné par son travail, un gros travailleur. Et j'avais fait ça pendant 17 ans mhm, pour développer mon affaire. Et jusqu'au jour où mon corps n'a plus voulu. Donc un matin, je vais me lever, ma tête voulait se lever, mais plus mon corps. mhm. Mon burn-out, Burnout. burn-out, D'accord, voilà. ok. Premier signe. Donc c'était aussi un burn-out, mais c'était au niveau des poumons. C'était Mhm, diagnostiqué comme une pneumonie. d'accord. Et si on regarde le côté émotionnel, justement, Mhm. la, la pneumonie, c'est étouffement de la vie. On n'arrive pas à prendre Ah, ouais. sa respiration, c'est qu'on Mhm. n'arrive pas vraiment à respirer la vie. C'est aussi le Donc, chakra du cœur ou... c'est ça, c'est au niveau en fait Ouais. du chakra du corps et de l'émotion. Mhm, Donc j'y reviendrai après. mhm, Donc s'en est suivi de cette rupture une remise en question, mhm, puisque les signes étaient quand même très frappants à cette époque-là. Et donc pendant 3 ans j'ai chargé, en faisant beaucoup de développement personnel, en remettant en cause mon alimentation, mhm, mon hygiène de vie, à travers mon rythme de vie, à mhm, travers le sport, à travers ma façon de penser aussi. mhm, Et donc ça a cheminé, mais j'avais pas trouvé la racine en fait. mhm, Et en fait, la maladie s'est installée dans mhm, ces 3 ans. mhm, Et c'est un moment où j'avais de moins en moins d'énergie. On mhm, a fait une radio des poumons. mhm, Ils ont eu une tâche derrière les poumons. mhm, Et suite à un IRM, on a diagnostiqué un cancer du médiastin. mhm, Donc c'est un cancer qui est très rare, parce qu'il n'y en a que 25 par an en France. mhm, Sur 300 000 nouveaux cancers par an en mhm, France. Et 150 000 décès de mhm, cancers par an en mhm, France. mhm. Et suite à ça, j'ai eu une opération. Donc c'était un dossier qui était débattu au niveau national. Et donc, ici, on m'a dit, on va tenter de vous sauver. Voilà. Mhm, Et on m'a dit, on vous laisse 3 jours pour régler vos papiers. mhm. Donc, pendant 3 jours, j'ai accompagné ma femme, j'ai mon avocat, mon comptable, les banquiers, mes collaborateurs. Et j'ai dit, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, donc Mhm, je sais de tout, je laisse les clés. mhm. Et donc, j'ai bien fait, puisque ça en est suivi 17 jours de coma avec le pronostic vital engagé. Mhm. On a dit à ma famille de se préparer À ton départ, à ouais. mon départ. Et donc je suis revenu, voilà, Mhm, avec 12 kilos de moins, mais une grosse envie quand même de vivre, mhm. voilà, qui me caractérisait. Et comme Et donc, tu es revenu, tu veux dire, tu es sorti du coma et... je suis sorti du coma au bout de 17 jours, Ouais, parce que c'est une vraie décision, puisque je me rappelle de tout ce qui s'est passé dans le coma. dans le coma, D'accord, et je sais que c'est moi qui ai décidé de revenir d'accord. à T'as la fait vie. un peu comme une mort imminente alors ou... Beaucoup de gens parlent de tunnel blanc. Oui, Moi je sais que j'étais, comment dire, comme si j'étais accroché à quelque chose, oui. et parce que je m'étais toujours accroché à ma vie. Toujours Mhm, accroché en faisant une vie de lutte, où je mhm, devais performer, ainsi de suite. mhm, Et à un moment, j'avais tellement de. Dans ce coma, je me sentais tellement abandonné mhm. que j'ai dit ça ne sert plus à rien de lutter. Donc j'ai D'accord. lâché, Ouais, je suis tombé dans un gros tunnel blanc, ouais, et je suis tombé dans la terre. Et je d'accord. sentais l'humus, tout ça. Ouais, ouais, J'ai dit voilà, je veux partir, c'est fini. ouais. Et là, on m'a dit que c'était pas le moment. D'accord, ok. Donc voilà.
ok. Donc, je suis Donc revenu. quand tu dis on t'a dit, c'est-à-dire t'as Bah, c'est entendu que ça ou... j'ai demandé en fait à partir. Ouais. Voilà, j'abandonne, Mhm. j'arrête de m'accrocher à la vie, Ouais. puisque c'était ainsi en fait. Ouais. Et, c'est comme une voix, une intention qui Ouais. m'a dit maintenant c'est pas le moment, quoi. C'est pas encore le C'est pas le moment. moment. Ok, d'accord. Et Ok. donc je suis revenu à la vie, et je suis revenu à la vie avec un beau message de vie, puisque c'était mon garçon qui me l'a apporté. Ah oui. Puisqu'en fait dans les soins intensifs, tout est aseptisé, donc Ouais, ouais. tout est blanc. Mhm. J'entendais juste le monitoring Mhm. et puis l'assistant respiratoire, parce que je ne respirais Ouais. pas tout seul. Ouais. Et ce jour-là, j'ai juste senti la main de mon fils Ouais, dans ouais. ma main, comme une chaleur. Ouais. Je me suis accroché à ça, et j'entends encore sa petite voix de 14 ans, Ouais. gorgée de larmes, me dire Papa, papa, rentre à la maison. Tu m'as Mhm. promis de m'apprendre à faire du kitesurf. Mhm. Et en fait, ça fait comme une décharge qui est montée, qui a explosé mon cœur. D'accord, ok. Et j'ai pleuré. Mhm. Alors je sentais plus mon corps, mais je sentais les larmes, Mhm. parce que j'avais existé, j'avais traversé ma vie, mais je l'avais pas vécu en fait. D'accord, ok. J'étais passé à côté de ce qui était plus important pour moi, Mhm. mes enfants, ma vie. Mhm. Et là, j'en prenais conscience en fait. Mhm. Mhm. Donc après, ça a été chaque jour un petit pas, enlever l'assistante respiratoire, Mhm. enlever l'alimentation par les intraveineuses, Mhm. ainsi de suite. Mais Mhm. j'ai vraiment une envie de repartir de nouveau. D'accord, ok, Voilà. ok, ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, le monde médical, alors, à ce moment-là Mais ils m'ont dit bravo, Ouais, vous revenez de d'accord. loin, Ouais, ok. vous avez de la chance, vous êtes résistant, Ouais, donc on va vous mettre le plus gros programme en radiothérapie. d'accord. Oh là. Donc 30 minutes de radiothérapie, Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, vous en sortez, alors on va vous... c'est ça, quand vous êtes solide. Donc la première chose que j'ai dit, moi voilà, je tiens pas sur mes jambes, Ouais, j'avais 12 kilos de moins, j'étais très déprimé. ouais, ouais. Déprimé, mais j'étais Mhm. très affaibli. Donc Mhm. j'ai laissé moi à moi déjà Pour me pour prendre de la refaire, ouais, force. ouais, ouais, ouais. Et donc j'ai fait ce programme pendant 3 semaines, Mhm. sur 4. Mhm. Et la troisième semaine, j'ai rencontré un homme Ouais, qui s'appelle Brian Clément, ouais, qui est le directeur de l'Institut Hippocrate en Floride, ouais, qui faisait une conférence à Nantes. ouais. Et j'ai trouvé cet homme plein de bon sens D'accord. sur le fait de revenir à des choses naturelles, une alimentation naturelle, une alimentation beaucoup plus légère, Mhm. et puis à du sport, un état de Mhm. pensée, ainsi de suite. Mhm. Et suite à cette conférence, j'ai été le voir. Mhm. Donc il était anglais, je me suis fait traduire. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous me conseillez par rapport à ça? Mhm. Il me dit, vous avez une chirurgie, donc normalement la tumeur n'est plus là. Mhm. Et la radiothérapie ne fait que irradier Mhm. une grande surface. Mhm. Et donc on va tuer une cellule cancéreuse pour 10 000 scènes. Mhm. Donc tout ce que vous faites, c'est vous créer un terrain propice à un nouveau cancer. Mhm. Donc il dit, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous conseille à suivre les conseils que je donnais dans cette conférence. Et Mhm. même peut-être venir en Floride. Mhm. Donc pour moi j'ai arrêté la radiothérapie parce que je trouvais ça c'était Mhm. très sensé. Mhm. Et, mais j'ai pas été en Floride. Mhm. Et malgré tout, même si j'ai pris des changements dans ma vie, parce que Mhm. j'ai l'impression que je n'étais pas sur le bon chemin, Mhm. donc j'ai vendu mes entreprises, Mhm. j'ai divorcé, Mhm. et par contre j'ai continué à avoir des projets Mhm. sur le même chemin, faire du Mhm. commerce, faire du business, et Mhm. ainsi de suite. Mhm. Et un an plus tard, j'ai eu 3 récidives à 3 endroits différents. Tu as eu 3 3 récidives de cancer. récidives, ouais. Récidives, d'accord, Donc ok. c'était sternum, plèvre Mhm. et estomac. Mhm. Et en fait, le corps médical disait, on ne sait pas comment on va faire. Mhm. On va mettre une caméra, on va les voir, on Mhm. va vous ouvrir, mais on ne sait pas trop. Mhm. Alors j'ai dit, voilà, moi j'ai très peur de mourir, parce que c'est arrivé une première fois. Mhm. Donc vous allez me laisser 3 mois. Mhm. Et pendant 3 mois, je vais réaliser mes rêves. Mhm. Donc il y avait un rêve qui était en attente, c'est de m'acheter une Harley Davidson. Mhm. Donc je me suis racheté une Harley Davidson, puisque Mhm. dès que j'étais sur cette moto, je sentais que j'avais 14 ans. Mhm. J'étais un vrai môme. Mhm. Et donc ça c'était important. La deuxième chose, c'était de vivre un rêve avec mes enfants. Mhm. C'était de les emmener de faire du kitesurf Mhm. dans un lagon, parce que c'est une de mes passions. Mhm. On est parti 15 jours en Guadeloupe. Mhm. Voilà. Et les deux autres choses que j'ai fait, j'ai expérimenté le jeûne pendant 21 jours, donc avec toi Eric, Mhm. 7 jours en centre et 14 jours chez moi. Et pour moi, c'était vraiment une expérience d'ouverture spirituelle, comme de bien-être. Mhm. Et ça n'a pas du tout été contraignant. Mhm. Vraiment une très belle expérience. Mhm. Et la deuxième chose, j'ai fait aussi un cycle de 21 jours donc en Floride, où là j'ai expérimenté donc l'alimentation à haute vitalité, crue et vivante, les massages, la thérapie, le sport, et ainsi de suite. Et je suis revenu, j'étais lumineux. J'ai l'impression Mhm. d'être en lévitation. Mhm. Et il y avait quand même c'est ce doute au niveau du médical, sur le fait que je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur,
Donc j'ai refait tous les examens. Ils m'ont dit, il reste une toute petite tumeur sur la plèvre. Donc déjà, j'étais content. Génial. Donc tu étais passé à plusieurs tumeurs, trois tumeurs, Voilà. et là avec uniquement du naturel, Voilà. plus qu'une petite tumeur, quoi, Et localisée. Puis, vivre ses rêves aussi, Ouais, et aller vers le plaisir. bien sûr. Ne Ouais. pas se faire polluer par un diagnostic qui était très alarmiste. Donc pour moi, c'était important de remettre du vivant. En fait, d'être dans un cercle vertueux. Aller vers ce qui nous anime. Ouais. Et donc, par contre, on est toujours pris entre ce qu'on croit vraiment être vrai, et puis le corps médical, et puis la pression de la famille aussi, Ouais, ouais. on est père de famille. Donc j'ai dit, voilà, ils m'ont dit, on va faire une microchirurgie, donc c'est pas trop invasif, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et donc je les ai crus. Donc je me suis fait opérer, la microchirurgie s'est transformée en grosse opération, parce que j'ai une ouverture de 20 cm dans le dos. Et suite à ça, il y a une erreur médicale, donc j'ai fait une hémorragie interne. Et en fait, je me noyais dans mon propre sang. Dans les poumons, le sang arrivait dans mes poumons. Et donc, suite à ça, j'ai été aux soins intensifs pendant 9 jours. Jusqu'au moment où ils disent, c'est pas normal, on va vous réopérer. Et heureusement, j'étais revenu aux États-Unis avec vraiment une haute vitalité, parce que j'ai encore senti que là, j'étais passé à côté de la mort, très proche, puisque j'étais redescendu très vite. Donc, suite à ça, ils m'ont dit, très bien, vous êtes résistant, on va faire une radiothérapie. Et là, j'ai dit, non, terminé, vous ne me touchez plus. Et donc là, j'ai continué mon hygiène de vie, j'ai continué à avoir des projets, je me suis formé au coaching, à l'intelligence collective. Et 1 an et demi plus tard, comme je suis suivi tous les ans sur cette maladie pendant 15 ans, ils m'ont dit, voilà, il y a un problème sur le foie. Mais on ne sait pas si c'est bénin ou malin, donc on va faire une biopsie. Mais ils m'ont dit, dans tous les cas, ça on ne sait pas le guérir. Bon, déjà, c'était une condamnation. J'ai dit, ok, mais vous savez pas, vous n'êtes pas sûr. Mais il dit, non, mais c'est pas là par hasard. Je veux dire, donc déjà, il se projetait dans quelque chose qui était grave, et moi j'étais à mon bas. J'attends vérification. Il y a une première biopsie qui a dit que c'était nécrosé, donc en fait c'était mort, donc il n'y avait pas de problème. J'ai dit, très bien, super. Il dit, non, c'est pas normal. Il faut qu'on y retourne parce que ça a dû être mal fait. Deuxième biopsie, toujours nécrosé, j'ai dit, bah, très bien. Maintenant, vous me laissez tranquille. Mais il ne voulait pas le croire. Donc, je l'ai laissé passer 4 mois. Laissé passer 4 mois, quand même avec une inquiétude, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a dans le corps, donc ça sème des doutes à l'intérieur. Et puis, 4 mois plus tard, j'y suis retourné, et là, ils m'ont dit, non, c'est vraiment, ça se développe. Donc, c'est cancéreux. Mais autant la première fois, on n'était pas sûr, mais là, on ne sait pas du tout le traiter. Et le foie, c'est un organe vital, et donc on ne peut pas le soigner. Donc, tout ce qu'on peut vous faire, c'est vous proposer une chimiothérapie qui ne va pas vous sauver. Palliatif, quoi. Chimio-palliative. Mais qui va vous permettre de vivre 2 ans de plus. Donc déjà, j'y croyais pas à la chimio, encore moins qu'à la radiothérapie. Donc j'ai dit non, je refuse. Et là, j'ai vu un appel, en fait, qui me disait de partir au Brésil. Voir un guérisseur qui s'appelait Jean de Dieu. Parce que plusieurs fois, ça venait à moi. Et je dis, bah, quand la médecine nous abandonne, il faut se remettre à plus grand soi. Donc voilà, même si je ne suis pas croyant, si je ne suis pas religieux, mais je crois à quelque chose qui est plus grand que moi. Moi, j'appelle ça les forces de l'univers, les forces de la nature, quoi que ce soit. Et en fait, ça s'est passé en 2 temps. Puisque j'avais envie, en fait, de partager ce que j'avais vécu. Que ça aide d'autres personnes. Parce que tout le monde me dit, t'es vraiment résilient, t'as la force, tout ça, mais je ne savais pas comment le faire. Et donc j'ai été à un événement qui s'appelait le Grand Sommet de la Motivation, où il y avait des conférenciers qui parlaient de la motivation. Et en les voyant sur scène, j'ai dit, mais je veux faire ça. Mais j'étais pétrifié de peur. Je déteste parler en public. Et encore plus face à une caméra. Donc j'ai travaillé dessus. Et donc, suite à cet événement, j'apprends que je suis condamné. Mais j'ai dit, ok. Donc du coup, je vais faire une école spéciale conférencier. Donc quand ils te disent tu es condamné, ils te disent quoi? Ils te disent vous en avez plus pour 1 mois. Pour un mois. Un an, d'accord. Si vous faites rien, vous avez 1 an maximum. D'accord, ok. Donc ça, c'était il y a 1 an et 3 mois. C'était il y a plus d'1 an maintenant, aujourd'hui. Ok, d'accord, voilà. ok. Et donc du coup, j'ai dit, ok, je m'inscris à cette formation. Donc c'était, l'événement était au mois d'octobre.
En janvier, je suis parti au Brésil. Je suis parti au Brésil, vivre 3 semaines au Brésil avec faire un voyage spirituel. Voilà. Et puis en revenant, en février et mars, je suis parti au Maroc, suivre cette formation pour être conférencier professionnel. D'accord, ok. Et toujours en disant, voilà, je suis condamné, mais j'ai envie de vivre. Et j'ai envie de vivre mes rêves. Et donc j'ai envie que mon expérience sert à d'autres personnes. D'accord, ok. Donc voilà, donc j'ai fait cette expérience. Je me suis mis en scène au mois de mai devant une salle de 150 personnes. Où j'ai parlé de changement, qui était important en fait de ne pas attendre les signes précurseurs, les signes physiques, que malgré tout on savait qu'il fallait changer dans notre vie. Quand notre couple déraille, quand notre travail ne nous plaît plus, mais on attend toujours le licenciement ou la rupture pour changer. Et donc il est important de suivre les signes avant-coureurs. Donc voilà, donc j'ai continué à vivre, j'ai continué à avoir des projets. Et puis, suite à cette formation, on m'avait invité à faire le 2e grand sommet de la motivation, mais cette fois-ci comme speaker, pour parler de la résilience, ainsi de suite. Et donc je préparais ma conférence et tout d'un coup, boum, tous les symptômes sont apparus. J'ai eu le teint jaune, les yeux jaunes, tout ma digestion s'est déréglée, et grosse fatigue. J'ai dit mince, la maladie avance. Et donc, il ne m'en reste pas pour longtemps. Donc, du coup, j'annule cette conférence et je vais voir le médecin qui me suit depuis plusieurs années. Le cancérologue, et je dis voilà, j'ai ces symptômes-là, donc soyez francs, vous savez très bien quel homme je suis aujourd'hui, on se connaît depuis. Donc, parlez-moi franchement. Mais il est très bien, il vous reste 1 semaine, 3 semaines, vous connaissant, 1 mois à vivre, maximum. Donc, j'ai pas pleuré dans le cabinet. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait là? Donc il m'a dit on va vous parler de soins palliatifs. Comment vous voulez finir un jour? Chez vous, à l'hôpital. À l'hôpital, c'est hors de question. Parce que c'est là que si vous me mettez dans un lit, je vais mourir. Donc on a parlé de ça. Je suis sorti. J'étais avec mon ami et un copain. Donc j'ai pleuré. J'ai crié. J'ai sorti toute mon émotion de rage par rapport à ça. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré avec mes parents, j'ai pleuré avec mes enfants. Puis au bout d'un moment, j'ai tapé sur la table. J'ai dit merde, je ne vais pas préparer mon enterrement à 43 ans. Donc pour l'instant, je vais continuer à faire ce que je rêve toujours. Du sport, je fais du paddle, du kite, je vois mes amis, j'ai des projets. Et je vais faire cette conférence, parce que c'était important pour moi. Donc je rappelle l'organisateur, j'ai dit voilà Didier, j'ai besoin d'être sur scène, est-ce que tu as encore une place? Il me dit aucun problème. Et à partir du moment où je prends la décision de suivre mes rêves, 1 semaine plus tard, tous les symptômes disparaissent. Super. Et ça fait combien maintenant? Ça fait combien de temps ça? Octobre, novembre, décembre, 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi, d'accord. Donc à côté, j'ai aussi une hygiène de vie où je prends pratiquement pas de sucre, pas de gluten, je mange un peu de viande, mais je me fais plaisir aussi. Je ne suis pas non plus radical. Je prends de l'herbe de blé que j'ai aux États-Unis, que je suis à cette hygiène-là aux États-Unis. Je fais du yoga tous les matins. Je fais en sorte d'être toujours en énergie haute à travers mon système de pensée. Et tout ça, ça contribue en fait. Bien sûr, ouais. Voilà, bien sûr. à mon état de santé. Et voilà, aujourd'hui, je suis heureux. Et toujours là. Je peux dire que Okay. je suis souvent plus en forme que certaines personnes qui n'ont pas de maladie. Ok. Et donc, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu pourrais... qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que plusieurs fois, on t'a annoncé que tu devais mourir de différentes maladies, d'ailleurs, c'est pas toujours les mêmes maladies, et qu'aujourd'hui, tu es toujours là. Comment tu peux expliquer ça? Alors, je vais revenir en fait sur ce parcours, parce qu'en fait, on s'occupe toujours de la cause de la maladie, mais on ne s'occupe pas, on s'occupe du symptôme, mais on ne s'occupe pas de la cause. Et en fait, la cause, pour moi, le cancer, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, c'est les maladies de l'âme, et donc je vais vous dire ce que moi j'en ai compris. Ce que j'en ai compris, c'est que j'étais partagé entre 2 chemins de vie. C'est-à-dire que souvent on parle de rupture de vie à partir de 40 ans, 30 ans, et c'est que moi j'avais une grande filiation, j'ai le même métier que mon père, que mon grand-père, et j'avais le même nombre d'enfants, le même niveau de vie. Et donc j'avais un métier qui me passionnait, mais que je n'avais pas choisi parce que j'avais fait ça parce que c'était ma zone de confort. Et à côté, j'ai rencontré une femme qui était totalement différente de moi et qui n'acceptait pas mon métier. Et je devais faire un choix entre mon mariage et mon métier.
entre ma sécurité financière et mon cœur. Et j'arrivais pas à me positionner. Donc ça s'est marqué par un burn-out au départ, de fatigue, parce que j'arrivais pas à faire de choix. Et puis ça s'est ancré dans le temps, parce que j'ai pas réussi à me positionner. Et donc la maladie est venue m'aider. Et après j'ai changé. Et c'est seulement quand j'ai enclenché le changement que je pense que la maladie aussi a progressé, mais que j'ai toujours été en fait dans cette optique d'apprenant. D'accord. Qu'est-ce que je dois apprendre de ce qui se passe dans ma vie? Et voilà. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que l'importance du plaisir. Que moi j'étais conditionné que beaucoup dans le faire et pas assez dans l'aide, dans le savoir se faire plaisir. Et plutôt faire plaisir aux autres que faire plaisir à soi-même par rapport à une éducation très religieuse où il faut donner et comment se nourrir soi-même. Et à partir du moment où j'ai commencé à enclencher aussi cette notion de plaisir, ça m'a beaucoup aidé aussi. J'ai eu beaucoup plus d'amis, donc ça m'a beaucoup apporté du soutien. Je me suis nourri aussi par des plaisirs personnels qui étaient propres à moi, juste pour moi, comme je passais mon permis moto, faire du kitesurf, m'offrir des voyages, passer plus de temps avec mes enfants. Beaucoup discuter aussi dans des relations vraies, avec le cœur. J'ai beaucoup appris ça à travers la Yolanda, où on revient au cœur aussi. Et cette ouverture aux autres, en fait, où il n'y a pas de jugement. On peut être dans sa vérité. Je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi dans cette guérison. Et puis aussi un retour au corps. J'ai beaucoup fait d'expérimentation à travers le massage et se reconnecter à soi et à toute l'énergie du corps, en fait. L'alimentation, mais aussi toute l'énergie qui passe à travers le mouvement et l'énergie du corps. D'accord, voilà. Ok. Donc aujourd'hui, quelles seraient les recommandations que tu ferais aux personnes malades ou aux personnes qui pourraient s'identifier à des chemins qui ressemblent aux tiens, c'est-à-dire soit des gens qui sont des chefs d'entreprise, donc un peu dans la tête dans le guidon et qui d'un seul coup tombent malades, ou simplement des gens malades et qui ne trouvent pas de solution à leur maladie. Quels seraient tes conseils ou tes recommandations à travers ce que toi tu vis? Des recommandations, surtout par rapport à ce que j'ai vécu, je pense que la première chose, c'est prendre la responsabilité de sa vie. D'accord. On a toujours le choix, même si les choix sont très difficiles. Par rapport à moi, qui ai du mal à prendre des choix, par rapport à vraiment une sécurité financière qui était bien installée, qu'on est reconnu vis-à-vis de ses pairs, qu'on gagne bien sa vie, c'est difficile d'arrêter quelque chose. Mais c'est dommage de le faire au détriment de sa santé. Bah oui. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important dans sa vie? Et on a toujours le choix, mais c'est un moment, il faut s'arrêter, dire stop. Donc ça peut être à travers un jeûne, comme voilà, faire un stop dans sa vie pour une semaine, dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai aussi fait une marche dans le désert pour une semaine. En fait, c'est revenir à soi. Mais quand on est dans une vie où de plus en plus, il faut aller vite, de plus en plus dans le faire, on a très peu de moments où on s'oppose. On est tout le temps en interaction. Et je pense que la première chose, c'est quand il y a quelque chose qui n'est rien dans sa vie, c'est s'arrêter, faire un stop. Pas des vacances, mais quelque chose où on dit, on revient à soi. Et prendre peut-être quelqu'un pour clarifier les choses, pour essayer de focaliser sur ce qui est important dans sa vie et reprendre des bonnes décisions, des bonnes habitudes qui sont sur tous ces domaines de vie. Qu'est-ce que je veux dans mon travail? Qu'est-ce que je veux dans mon couple? Qu'est-ce que je veux avec mes enfants? Qu'est-ce que je veux pour ma santé physique? Parce que ça calme toujours à travers le corps. Notre corps, on n'a qu'un seul véhicule. Donc à partir du moment où le véhicule, les warnings, ils s'allument et tout ça, il faut vraiment s'en occuper parce que quand ça déraille, tout le reste n'a plus aucune importance. Si moi, aujourd'hui, j'ai pas la santé, je peux pas m'occuper des enfants, je peux pas créer mon business et je peux pas avoir une relation amoureuse parce que voilà, tout déraille. Donc, et retour à soi, quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation, de yoga, toi, est-ce que tu avais déjà pratiqué ce genre de choses avant ou c'est avec la maladie que tu es rentré dans ce mode de fonctionnement? Moi, c'est clairement la maladie. Voilà. Donc, si toi, on t'aurait dit ça avant, retour à soi, de moins, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire retour à soi. Donc, comment toi, tu pourrais lui expliquer comment on fait pour revenir à soi ou se reconnecter au soi? Alors,
Moi, je dirais que c'est un état des lieux. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que tu te lèves le matin Mhm. avec le sourire? Mhm. Est-ce que tu as l'impulse? Et est-ce que tu te réjouis de petites choses? Mhm. Comme passer un moment avec ta femme, et vraiment être en relation et en amour avec elle, avoir plaisir avec tes collaborateurs, avoir vraiment l'impression que tu crées ta vie sans la subir, Mhm. avoir plaisir à manger en pleine conscience. Mhm. Parce que moi, à cette époque-là, je faisais tout vite. Mhm. En fait, même mes enfants, j'appréciais pas être avec eux. Mhm. Parce que j'étais fier d'avoir des enfants, mais je goûtais pas l'instant, en fait. Mhm. C'est, est-ce que tu as la sensation de goûter ta vie? C'est pour ça que je partage souvent dans mes vidéos, quoi que ce soit. Donc, quand tu n'es pas d'exister, Mhm. vivez votre vie. Mhm. Parce qu'en fait, exister, tout le monde sait le faire. On peut traverser sa vie sans vraiment la goûter. Et c'est pour ça que 95% des gens, à la fin de leur vie, se retournent et disent si j'avais su. Et donc, si j'avais su, on a toujours la responsabilité, à un moment ou à un autre, qu'on ait 20 ans ou 50 ans, de dire ok, aujourd'hui, j'ai envie que ça change. Et moi, j'étais tellement engoncé dans mon conditionnement que quand je voyais des gens qui étaient trop heureux, ça me dérangeait. Et on voit souvent les jeux qui sont trop heureux, qui rigolent ça. Ouais, c'est que la vie elle est facile pour eux, soit ils ont plus d'argent, soit ils n'ont pas de boulot, et ils s'en foutent, ils n'ont pas de responsabilité. Ouais. On juge toujours les autres Ouais. parce que nous on n'arrive pas à se le permettre. Ouais. Et en fait, tout est miroir. Et par exemple, on me disait Yannick, fais attention, regarde autour de toi. Et j'avais des entrepreneurs il y en a un qui avait fait une crise cardiaque à côté de chez moi, il avait 45 ans, qui est décédé rapidement, des gens qui étaient très malades. Et en fait, ça doit te mettre en résonance. On fonctionne tous pareil. Mais à partir du moment où tu n'hésites pas, il n'y a rien qui va changer. Et tu peux prendre conscience de ça à partir du moment où tu... Moi, je croyais qu'à 30 ans, c'était normal d'être fatigué. C'était normal d'avoir des problèmes de couple. C'était normal d'être pas complètement connecté à ses enfants. Parce que tout tournait autour de mon travail. Aujourd'hui, je ne voudrais jamais avoir la vie que j'avais avant. Ah oui. Parce que moi, avec beaucoup moins de sécurité, je suis beaucoup plus heureux. Parce que je goûte tout. Et que même si la vie s'arrête demain, j'ai l'impression de vivre vraiment. Et ça n'a pas de prix. Et j'invite tout le monde à goûter ça. Ça se recherche. C'est un chemin. Ok, d'accord. C'est un chemin. Mais très bien Yannick, merci beaucoup. Merci. Et tu veux dire une dernière chose? Je veux dire, vivez votre vie, vous n'en avez qu'une. Elle est merveilleuse, mais il ne tient qu'à vous d'en profiter. Et donc n'hésitez pas à faire appel à des gens, à expérimenter autre chose, parce qu'en faisant toujours la même chose, on a toujours le même résultat, et que toute progression se trouve hors de vos zones de confort. Et quand j'ai parlé avec Eric du jeûne, souvent ça fait peur, parce que c'est pas dans nos habitudes de vie, mais sans l'expérimenter, on ne peut pas le comprendre. Comme un coaching, comme l'alimentation crue-vivante, comme le yoga, la respiration, des choses comme ça. Mais essayez autre chose et essayez d'écouter ce que ça fait à l'intérieur de votre corps. Votre corps est un seul véhicule et c'est votre meilleur thermomètre météo intérieur. Donc vivez, profitez, la vie est belle. Génial, merci. Merci beaucoup, Eric. Merci.